Donc en fait, je vais effectivement vous parler des fièvres récurrentes, qui est quand même un tout petit peu mon dada. Alors, voici mes liens d'intérêt, ils sont consultables sur transparencesanté.gouv.fr. Et on va commencer tout de suite avec un cas clinique. Alors, je ne sais pas si finalement les questions, on a réussi à les passer en Mentimeter, sinon on va les faire comme ça. Aïcha est une enfant de 5 ans qui m'a été adressée en consultation, comme d'habitude, pour fièvre à répétition. Et lorsque, à la première consultation, les parents disent en fait, c'est de toute façon une petite qui est malade tout le temps, et elle revient parce qu'en ce moment, elle fait des fièvres régulièrement. C'est du vécu, hein. Donc c'est comme ça que les parents vous disent. Voilà, donc vous avez ça, la patiente au téléphone, les parents au téléphone, et en fait, on va vous demander est-ce que oui ou non, il faut aller se préoccuper de ces fièvres à répétition. Le problème, c'est que la fièvre est vraiment une porte d'entrée en consultation très très fréquente pour n'importe quel pédiatre. Alors, c'est le premier symptôme vraiment de l'enfant, c'est normal dans son parcours antigénique, hein, et c'est très anxiogène pour les parents, mais ça ne veut pas dire pour autant que forcément c'est pathologique. Donc en fait, ça peut être normal. Et vous, en tant que médecin, vous devez décider si oui ou non c'est trop ou pas trop. Alors, pour Aïcha, si on vous raconte ça, donc on va faire à main levée, parce que je pense que ça n'a pas passé en Mentimeter, c'est pas grave. Quel est le sentiment pour Aïcha? Est-ce que c'est une fièvre banale ou des fièvres banales? Est-ce que c'est une fièvre possiblement en rapport avec une pathologie chronique? Et aucune idée, je n'ai pas assez d'éléments. Pour conclure, alors 1, 2 ou 3, vous levez les mains, 1, 2 ou 3, ce que vous voulez mettre. 3, ah bah il y a de tout, c'est bien, j'adore, il y a de tout. Alors, bon, la fièvre trop fréquente, malheureusement, c'est relatif. Donc, c'est difficile de savoir si oui ou non cet enfant a trop de fièvre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner sur l'histoire clinique de la patiente. Et le plus simple, c'est quand même de regarder un carnet de santé. Au Maroc, vous avez aussi un carnet de santé. Ils sont un tout petit peu moins bien remplis habituellement, malheureusement, sur les épisodes de fièvre qu'en France. Mais n'empêche qu'on peut retrouver plein de choses. Qu'est-ce qu'on va regarder? La fréquence des fièvres, la tolérance, les symptômes associés, les diagnostics que les différents médecins ont évoqués, les traitements entrepris, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Par exemple, lorsqu'il a eu des antibiotiques, est-ce que ça a changé quelque chose? La durée, l'évolution. Bref, il faut faire un interrogatoire vraiment très détaillé. Et ensuite, si vous ne savez pas, il y a des nouveaux outils qui permettent d'aider. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet et il y a un nouvel outil qui s'appelle les clés du diagnostic, qui est un outil pour mieux diagnostiquer les maladies rares. Le but est de cibler un signe clinique qu'on connaît, fréquent, guider la prise en charge à partir de ce signe clinique fréquent pour savoir si oui ou non on doit évoquer des maladies exotiques, ce que j'appelle exotiques ou pas. Donc, les clés du diagnostic, il en existe un pour la fièvre trop fréquente. Ça tombe bien. On va faire le déroulé de la clé du diagnostic. Et effectivement, on vous dit en premier, faites un interrogatoire et un examen clinique déjà. Alors, dans l'interrogatoire, on vous dit, dessinez un arbre généalogique. Est-ce que cet enfant vient, quelle est la famille dont cet enfant vient? Demandez les antécédents personnels et puis les caractéristiques de la fièvre. Voici son arbre généalogique d'Aïcha. Donc, elle est d'origine marocaine. D'un côté d'une branche, elle vient de Oujda et de l'autre côté, Casablanca et Agadir. Donc, a priori, pas de consanguinité dans la famille. Elle est la deuxième enfant d'une fratrie de 2 pour l'instant. Et c'est la seule malade, on ne trouve rien dans la famille. Lorsqu'on regarde l'analyse de carnet de santé, elle vit à Casablanca depuis l'âge de 4 mois, septembre, rentrée à l'école du grand frère, elle fait des épisodes de fièvre fréquents, le plus souvent expliqués. Elle a fait des otites, des rhinites, des gastro, une bronchiolite, et à chaque fois les épisodes de fièvre étaient moins de 3 jours. Dans le carnet de santé, on trouve autre chose qui est intéressant. Elle a fait une fièvre à 38,5 avec adénopathie cervicale de 2 cm, c'est quand même plutôt gros, à l'âge de 2 mois et demi. Ça, c'est un peu inhabituel. Elle avait un syndrome inflammatoire, elle avait été hospitalisée, elle a eu un traitement antibiotique pour une adénite infectieuse et l'adénite a bien évolué en 1 semaine. Et puis, la description des fièvres actuelles, c'est fièvre toutes les 5 semaines, 38,5, 39, avec des aftes, des adénopathies cervicales, elle a mal à la gorge, elle a parfois des angines,
Elle attrape rarement, très rarement, des troubles digestifs type ballonnement abdominal et douleur abdominale, mais c'est rien de bien méchant. Les traitements antipyrétiques sont peu efficaces. Elle a une durée de poussée de fébrile donc de 4 à 5 jours. Elle se mange des antibiotiques à chaque épisode, mais les parents n'ont pas toujours consulté et on a aussi des épisodes qui ne sont pas traités par antibiotiques. Il n'y a pas de différence de durée d'évolution entre les épisodes traités et les épisodes non traités par antibiotiques. L'examen clinique, lorsque vous l'avez, est strictement normal. Elle grandit bien sur la courbe de Paille à plus de une déviation DDS et le poids plus 1,5 déviation de déviation standard. Donc vraiment une belle petite fille. Je repose ma même question. Quelle est votre principale hypothèse diagnostique après la description de cette consultation? Infection virale à répétition, ce que je vais appeler fièvre intermittente, une maladie auto-inflammatoire, par exemple FMF ou PFAPA, un rhumatisme articulaire aigu, c'est l'histoire des angines. Je n'ai toujours pas assez d'éléments pour conclure. 1, 2, 3, 4. 2. Je ne suis pas d'accord avec vous, désolée. Donc, on va retourner sur les clés du diagnostic. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et il faut le faire. Donc, est-ce qu'elle a des signes d'alerte d'un déficit immunitaire? Elle avait des otites, elle avait des gastro, elle a une bronchiolite, elle a été malade à partir de l'âge de 4 mois. Vous ne pouvez pas retenir un diagnostic d'auto-inflammation, même si je viens du centre de référence des maladies auto-inflammatoires, tant que vous n'avez pas éliminé un déficit immunitaire. Donc on va regarder, on va compter, est-ce que le nombre d'infections respiratoires récurrentes est supérieur à 8, etc. Elle n'a pas le critère pour le déficit immunitaire. Elle n'a pas fait d'infection invasive, elle n'a pas fait d'infection pyogène récurrente, elle n'a pas fait d'infection avec le même type de pathogène, elle n'a pas de germes opportunistes et puis surtout elle a une belle courbe de croissance staturopondérale. Mais il vaut mieux le dire avant de dire qu'il n'y a pas de déficit immunitaire. Bon, donc, quel type de fièvre présente cet enfant? D'un côté, les fièvres à répétition type fièvre intermittente, c'est-à-dire infection virale à répétition, ce que notre ami Robert Cohen appelle les crichites, j'adore ce terme, ou de l'autre côté, une fièvre récurrente. A priori, on est dans le cadre d'une fièvre récurrente. Mais avons-nous déjà le droit de retenir un diagnostic? Toujours non, je dirais. Parce que, avant de pouvoir retenir un diagnostic de fièvre récurrente auto-inflammatoire, on a besoin d'un bilan biologique. Je ne vous en ai jamais parlé. Vous n'avez pas le droit de retenir un diagnostic de maladie auto-inflammatoire sans avoir fait un minimum de bilan biologique. Qu'est-ce que vous devez faire comme bilan biologique? Pendant la fièvre, bien sûr, éliminer les causes infectieuses. Et donc là, je vais rejoindre, pareil, le professeur Cohen. Il va falloir faire des streptatests. Elle a des angines. Cliniquement, vous n'allez pas savoir si c'est des angines à streptocoque ou si c'est des angines stériles. Donc, vous devez faire les streptatests pour pouvoir retenir le diagnostic d'une angine liée à une inflammation. Puis, pendant les épisodes de fièvre, pas grand-chose. NUM, CRP, ça suffit. Et en dehors de la fièvre, vous allez faire quoi? NUM, CRP, bilan hépatique et rénal. Je rajoute la ferritine là-dessus parce que parfois les carences en fer peuvent favoriser les infections à répétition. Donc lorsqu'on regarde ces bilans chez Aïcha, elle a un syndrome inflammatoire important pendant les épisodes avec une CRP qui va au-delà de 100 et c'est spontanément résolutif en dehors. Donc là, ça va être facile, on n'est pas dans les fièvres intermittentes, on va rentrer dans le cadre d'une maladie auto-inflammatoire. Et là, on va devoir faire un diagnostic, quel type de maladie auto-inflammatoire. Et je vais devoir un peu vous déprimer, c'est pas si facile les maladies auto-inflammatoires, c'est un champ en pleine expansion. C'est quoi les maladies auto-inflammatoires? C'est un désordre de l'immunité innée. C'est-à-dire que l'immunité innée va se déclencher de manière non correcte, elle va se déclencher trop vite, elle va, ou va rester activée trop longtemps. Alors, au début, c'était facile, on avait 3-4 maladies. Lorsque j'ai commencé, on avait 4 maladies génétiques et une maladie non génétique.
Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de génétique, en fait, c'est une horreur. On est à plus de 160 différentes maladies auto-inflammatoires. C'est le mien, ça? C'est le mien qui sonne? Non, ça, c'est pas le mien. C'est pas ma sonnerie. Ouais, dans ce cas-là, c'est pour des avis, en fait. Ils sont en train... Donc, désolé. Alors, du coup, on a essayé de comprendre un peu, de voir comment classer. C'est pas la peine d'apprendre cette diapositive par cœur, hein. C'est juste pour vous dire que, en fait, dans les maladies inflammatoires, dans les maladies auto-inflammatoires, il y a plein de voies inflammatoires possibles. Et en fait, il peut y avoir des erreurs dans toutes les maladies, dans toutes les voies pro-inflammatoires de départ. Et donc, en fait, on va avoir un certain nombre de pathologies qui vont être variables en fonction de type de voie inflammatoire atteinte. Alors, a priori, si on est dans une maladie qui a une fièvre récurrente avec un syndrome inflammatoire extrêmement élevé qui disparaît en dehors des épisodes de fièvre, on va être tout à fait en haut de ce que j'appelle les inflammasomopathies ou les maladies liées à l'interleukine 1. Donc, les autres, on va un tout petit peu les oublier parce que sinon, on va aller un peu trop loin. Mais c'est quoi ces maladies auto-inflammatoires? C'est des maladies ubiquitaires et nombreuses. Chacune d'entre elles, en revanche, est exceptionnelle. Donc en fait, au cours de votre vie de pédiatre, vous allez certainement rencontrer au moins un patient avec une maladie auto-inflammatoire. Mais alors laquelle, ça va être plus compliqué parce que justement, c'est des maladies exceptionnelles. Donc vous ne savez pas si c'est un FAPA, une FMF ou des choses beaucoup plus rares. On va y revenir. C'est des maladies plutôt génétiques, donc en fait à début très précoce, donc c'est vraiment les pédiatres qui vont pouvoir faire les diagnostics. Et donc on a besoin, dans cette jungle de maladies, d'une boussole. Comment on va y arriver? En fait, on va regarder les caractéristiques communes de toutes les maladies auto-inflammatoires. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est des maladies qui évoluent par poussée. Pas toujours de manière régulière, mais c'est des poussées répétées. Et ces poussées répétées, au cours de ces poussées répétées, on a des signes cliniques qui sont constants, c'était la fièvre et le syndrome inflammatoire. Autre chose, c'est que les poussées sont souvent déclenchées par un facteur déclenchant qu'on peut retrouver, facteur déclenchant pouvant être stress, émotions fortes, manque de sommeil, fatigue, énervement. Ça va déclencher la fièvre, c'est un très bon marqueur pour une maladie auto-inflammatoire. Ensuite, pour pouvoir les distinguer, en fait, ça va être variable. On va regarder l'âge de début, on va regarder la durée des épisodes inflammatoires, la fréquence et le rythme des accès, on va regarder les signes d'accompagnement et le mode de transmission génétique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille? Est-ce qu'il n'y a rien dans la famille? Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est la même chose dans un autre ordre. Fièvre parfois élevée, mal supportée. Souvent, on va trouver des douleurs articulaires et musculaires, des douleurs abdominales et des troubles du transit, des signes cutanés qu'il faut aller chercher. On a la dermatologue qui est au premier rang. Ça aide beaucoup. Les atteintes ORL sont fréquentes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les angines, les adénopathies, la surdité. Et puis, à ne pas oublier la neuroinflammation qu'on va retrouver très régulièrement aussi dans les maladies auto-inflammatoires qui peuvent aller de céphalée à des signes beaucoup plus sévères de neuroinflammation jusqu'à la méningite, jusqu'à des accidents vasculaires cérébraux inflammatoires en fait. Mais voilà, donc, en gros, les 5 catégories que vous devez aller rechercher à l'examen clinique pour pouvoir faire un diagnostic. Et la peau est pour moi vraiment une précieuse aide au diagnostic. Ce qui est important, ce n'est pas tellement de savoir quel est le type d'atteinte cutanée. Ce qui est très important, c'est que chaque pathologie a ses propres signes cliniques et c'est la stéréotypie des épisodes répétés qui vont pouvoir vous aider et orienter le diagnostic. Alors, l'autre chose qu'on va devoir regarder lorsqu'on a un patient avec une maladie auto-inflammatoire, c'est que d'où il vient dans le monde, donc l'origine géographique, et ensuite, comme toujours en médecine, on va d'abord évoquer les maladies fréquentes ou plus fréquentes avant d'évoquer les maladies exceptionnelles. C'est ce que j'appelle l'argument de fréquence. Alors, l'argument de fréquence en pédiatrie, c'est quoi? En tout premier, lorsqu'on est sûr qu'on est dans le cadre d'une maladie auto-inflammatoire, c'est le syndrome de Marshall ou PFAPA. En deuxième,
vient la fièvre méditerranéenne familiale. Après, si vous êtes au Moyen-Orient, on n'est pas tout à fait au Moyen-Orient, donc lorsqu'on est au Moyen-Orient, je dirais FAPA et FMF vient au même niveau, en tous les cas chez l'enfant. Donc c'est sûr que les deux pathologies à évoquer en premier, c'est FAPA et FMF. Et d'ailleurs, ça tombe bien, lorsqu'on retourne sur notre clé du diagnostic, lorsqu'on regarde ce qu'on nous demande lorsqu'on a dit « c'est une maladie auto-inflammatoire, j'ai le syndrome inflammatoire pendant les poussées qui disparaît en dehors, je suis sûre que je suis dans le cadre d'une maladie auto-inflammatoire », la question suivante, c'est quoi? La question, c'est « est-ce que votre patient a les critères du syndrome FAPA ?» Il existe des outils, là de nouveau, vous rentrez en fait, ça c'est les critères du FAPA non remplis. En fait, on va vous poser la question oui, non, oui, non, oui, non. Vous répondez à ces 7 questions. Et après, en fait, ça va vous calculer est-ce que mon patient a une chance d'avoir les critères du FAPA? Pour Aïcha, je les ai faits. Donc, elle avait 7 points positifs, elle avait 0 critère d'exclusion. Donc, elle avait un critère positif pour le FAPA, ce qui fait qu'elle a une sensibilité de 97% et une spécificité de 93%. Ça veut dire quoi? Une spécificité de 93%, c'est qu'on n'est pas 100% sûr quand même que ce soit un FAPA. Ça pourrait être autre chose, mais il y a une forte probabilité que ce soit un FAPA. Donc, on l'a traitée comme telle et on l'a suivie. Elle a une excellente réponse aux corticoïdes. On a arrêté les antibiotiques pendant chaque épisode de fièvre. Mais ce qui arrive au cours du suivi, c'est que les épisodes durent de plus en plus longtemps. C'est-à-dire qu'au maximum, elle a fait des fièvres de 10 jours. Et les douleurs abdominales, qui au départ étaient que des ballonnements abdominaux, ça a un peu dégénéré en alternance diarrhée-constipation fréquente pendant les poussées. Et puis sont apparus des vomissements systématiques et une éruption cutanée fréquente. Et là, moi, je dis aïe, parce que si on refait notre critère de classification de tout à l'heure, en fait, elle n'arrive plus au diagnostic de FAPA. Vous avez un diagnostic? Un diagnostic. Qui se lance? Mickey, non. Mais ça aurait pu. Mais sauf qu'une fièvre récurrente aussi claire. Alors, argument de fréquence. FMF. Est-ce que c'est une FMF? Faut-il faire le test génétique? Alors, la fièvre méditerranéenne familiale, c'est quoi les grands signes? Il y a les douleurs abdominales, mais ce n'est pas alternance diarrhée, constipation, vomissement. C'est pseudopéritonite à répétition. Ça ne colle pas tout à fait. Manifestation musculo-squelettique, je ne vous en ai pas parlé. L'atteinte de la peau, c'est un pseudo-érysipèle, habituellement dans la fièvre méditerranéenne familiale. Et les manifestations thoraciques, c'est des douleurs thoraciques. Donc, si je fais ça chez Aïcha, j'arrive à rien, en fait, dans la fièvre méditerranéenne familiale, d'autant plus que les fièvres de la FMF ne font pas 10 jours. Donc, c'est un petit souci. Ce n'est pas une FMF, même si on est au Maroc. C'est une histoire véridique. Voilà, c'était ça. Déficit partiel en mévalonate-kinase, c'est le diagnostic différentiel du FAPA, parce qu'on va avoir des manifestations ORL, exactement les mêmes que dans le FAPA. On va avoir des manifestations digestives, et c'est un red flag, en fait, ce qu'on appelle un drapeau rouge. Lorsqu'on a des vomissements dans le FAPA, il ne faut pas retenir le diagnostic de FAPA. Si on a de la diarrhée dans le FAPA, il ne faut pas retenir le diagnostic de FAPA. Avec effectivement des pseudo-Mickey. C'est pour ça que la Mickey était un bon diagnostic, mais en fait, c'est la fièvre récurrente quand même qui s'associe. Et puis, les manifestations cutanées variées et les fièvres prolongées, plus de 5 jours habituellement. Alors, c'est vrai que dans cette famille, il n'y avait pas de consanguinité, mais on retrouve souvent la consanguinité parce que c'est une maladie récessive. Donc voilà. C'est vraiment le diagnostic à penser en diagnostic différentiel du FAPA. On a tous des histoires où on s'est fait avoir sur le MKD, le déficit partiel en MKD. Et si vous avez fait la clé du diagnostic jusqu'au bout, en fait,
au vu des éléments renseignés, on va vous dire attention, c'est vraiment probablement une maladie génétique et essayez d'avoir un avis spécialisé pour voir quelle génétique il va falloir faire. Donc c'était un déficit partiel en mévalonate kinase confirmé génétiquement. Et donc si j'ai une chose à vous dire, si vous entendez des bruits de sabots, ne cherchez pas le zèbre, en tous les cas pas ici. Si vous êtes en Afrique subsaharienne peut-être, mais voilà. Donc on va d'abord chercher les infections bénignes répétées, puis les infections graves, le déficit immunitaire, les maladies chroniques et exceptionnellement la maladie auto-inflammatoire. Pensez à une maladie auto-inflammatoire si vous avez une stéréotypie, si ça ne colle avec aucun diagnostic classique fréquent, si le traitement classique est inefficace, si vous avez des CRP élevés sans explication, le début au cours de l'enfance, et si vous avez une forme familiale, c'est bingo. Voilà, regardez cet outil en pleine évolution tout le temps, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Il y a anomalie de dents qui est en train de venir, anomalie de nombre de dents, je ne sais pas si vous connaissez tout par cœur, mais en fait c'est vraiment un outil extrêmement utile. Voilà. Merci beaucoup.